dans un an, comme Pierluigi, disons, che lui aussi a été au même moment élu pour dans un an. Alors, ces thèmes de recherche sont notamment la peinture et les arts graphiques de la première modernité. Elle s'est pendant longtemps consacrée à analyser les collections, les marchés de l'art et différentes sortes de circulations artistiques afin de comprendre la relation entre visualité et matérialité et plus fondamentalement la manière dont se construit la valeur sociale de l'art. Alors, nous nous sommes rencontrés à Lille 3 quand elle enseignait à Lille 3 et là déjà il y a quelques années elle avait commencé à travailler en digital art history, notamment dans un pôle spécialisé, disons l'Imaginarium à Tourcoing au sein du pôle sciences et culture du visuel. Elle est l'auteur, c'est là disons au croisement de la digital art history et de la sémiotique visuelle qu'on s'est rencontrés et que j'espère on collaborera prochainement. Elle est l'auteur d'une monographie récente parue chez Brill en 2018 qui a pour titre Lotteries, Art Markets and Visual Culture in the Low Countries, au sein d'une série consacrée aux études sur la collection et les marchés de l'art. Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs, je ne citerai que la plus récente, parue en 2015, un ouvrage en collaboration avec Daniel Dubuisson, très, très important, qui a comme titre « À perte de vue, les nouveaux paradigmes du visuel, une approche pluridisciplinaire inédite des visual studies ». C'est une des rares ouvrages disponibles en français qui font un peu le tour des visual studies. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, parce que vous êtes là, elle va nous parler de l'enseigne de Gersaint que Jean-Antoine Watteau a peint en 1720, dont elle a reconstruit l'histoire et l'atmosphère visuelle et sonore en collaboration avec une équipe de recherche interdisciplinaire associant des historiens de l'art, des historiens de l'urbanisme, des musicologues et des informaticiens. À toi la parole, Sophie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et merci Maria Giulia pour cette introduction et pour cette invitation. Merci d'ailleurs à tout le groupe de recherche de sémiotique et à l'Université de Liège. Et je dois dire que je suis un peu impressionnée de parler devant des sémioticiens, parce que moi, c'est mon regard d'historienne de l'art que je vais vous apporter. Donc je serai très heureuse évidemment de poursuivre ensuite les discussions après ma présentation. Alors comme Maria Giulia vous l'a dit, je vais vous parler d'un tableau extrêmement célèbre, l'enseigne de Gersaint, qui a été peint par Jean-Antoine Watteau en 1720. Voilà, tableau que je suppose la plupart d'entre vous ont déjà vu, au moins reproduit, et tableau qui constitue la seule peinture que l'on ait de l'intérieur de la boutique d'un marchand de tableaux au XVIIIe siècle, et en tant que telle, cette peinture s'est imposée comme l'image archétypale du commerce d'art sous l'Ancien Régime. Elle a été peinte pour un marchand qui a vraiment existé, dont on va reparler, Edmé François Gersaint, un marchand qui allait devenir le marchand le plus célèbre et le plus innovant à Paris, le marchand de peinture, le marchand d'art, dans la première moitié du XVIIIe siècle, mais seulement à partir des années 1730. Donc au moment où ce tableau a été peint, Gersaint était un tout jeune marchand qui devait encore se faire un nom, et ça va expliquer une partie des partis pris du tableau. C'est aussi la dernière grande peinture peinte par Jean-Antoine Watteau, qui allait décéder à peu près 6 mois après son exécution. Et ce tableau a suscité une très très abondante littérature depuis la fin du XIXe siècle. Il a donné lieu à une foule d'interprétations. Et d'ailleurs, c'est l'un des tableaux sur lequel on a le plus écrit, avec les Ménines de Velázquez et puis l'atelier de Courbet. Ça fait partie de ces tableaux qui nourrissent sans arrêt des interprétations et qui n'ont jamais donné jusqu'à présent une clé de lecture fermée, unique. Voilà. Alors, je rentrerai très peu, ou pas d'ailleurs, sur toute une série de points qui ont déjà alimenté la littérature artistique sur ce tableau. Par exemple, je ne vais pas revenir sur les dessins préparatoires qui ont été identifiés, je ne vais pas revenir non plus sur les hypothèses concernant l'identification des personnages,
ni sur l'identification des peintures qui sont accrochées au mur, hein, qui pour certaines sont fantaisistes et puis pour d'autres sont des imitations, des reproductions de peintures qui ont réellement existé. Et puis je ne vais pas non plus vous faire tout l'historique des interprétations qui ont été données, notamment pendant un moment il y a eu des interprétations symboliques dans l'idée que ça pourrait être une vanité parce qu'on repérait les pendules à gauche. Donc il y aurait l'idée peut-être du temps qui serait développée ici. Il y a eu des interprétations plus romantiques aussi, selon lesquelles ce serait le testament artistique de Watteau qui aurait eu le pressentiment de sa mort future, imminente, et qui aurait livré donc son testament artistique en exposant au mur les tableaux qui avaient été pour lui des références et des modèles. Alors vous verrez que notre interprétation elle est beaucoup moins romantique du tableau. Alors ce que je vous propose dans un tout premier temps, c'est de remonter à rebours l'histoire matérielle de cette peinture, parce qu'en fait, son histoire elle est inscrite dans sa matérialité et c'est important d'y revenir. Et donc j'aimerais attirer votre attention d'abord en préambule sur les différents avatars qu'elle a subis et sur ce qui permet déjà de prendre en compte l'importance des dispositifs d'exposition qui naturellement jouent sur la perception et sur le sens qu'on va accorder à cette peinture. Alors là, c'est la vue actuelle telle qu'on la voit dans les livres, en général, donc sur les posters. Bon. Déjà, quand on est devant le tableau, in situ à Berlin, où ce tableau se trouve depuis le XVIIIe siècle, dans les salles du château de Charlottenbourg, on est surpris par son côté beaucoup plus sombre. Déjà, donc, il y a un premier, je ne vais pas dire choc visuel par rapport aux représentations qu'on a l'habitude de voir. Et puis, on va reculer dans le temps. Ici, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Et vous voyez que la peinture a été coupée en deux. Donc, elle a été littéralement scindée en deux, avec deux cadres différents. Vous allez mieux voir ici. Et cette coupure remonte au XVIIIe siècle, quelque part entre 1732 et 1760. On n'a pas la date exacte. Le tableau a été coupé en deux afin de répondre à la mode de l'accrochage en pendant, l'accrochage par paire, qui était très à la mode au XVIIIe siècle. Alors par chance, ces deux parties sont toujours restées dans la même collection et n'ont pas été dispersées. Et ça n'est qu'en 1926 seulement qu'on a réuni les deux morceaux pour reconstituer le tableau d'origine. Voilà. Mais on voit toujours très bien la césure au milieu. Alors, continuons. Entre 1720 et 1732, le tableau a subi des modifications importantes dans son format et dans ses proportions. Alors, je vous montre ici un ancien cliché du Centre de recherche et de restauration des musées de France, une photographie de fluorescence d'ultraviolet qui permet de bien voir sous la couche picturale les traces, en fait, de son histoire. Alors, la grande ligne horizontale, c'est normal, c'est le raccord des laits de toile parce que le support a été composé de deux morceaux de toile qui ont été associés, cousus. En revanche, vous remarquez des choses bizarres, notamment une courbure pas tout à fait nette dans la partie supérieure, et puis de nouveau une autre ligne en haut qui montre un certain nombre de choses étranges, et puis surtout on se rend compte que ces courbures s'arrêtent nettes des deux côtés, ce qui laisse à penser que quelque chose s'est produit. Alors effectivement, plus récemment, on va y revenir, en 2007, un chercheur allemand qui était à l'époque, Christoph Ochter, qui était à l'époque le conservateur des collections de peinture 18e siècle à Charlottenbourg, et Eva Wenders de Calis, qui était restauratrice au musée, en reprenant de façon très pointue l'analyse matérielle du tableau, se sont rendus compte que ce que vous voyez aujourd'hui, un tableau qui fait 1,63 m de haut sur 3,6 m de large, à l'origine faisait 3,75 m de large et 1,52 m de haut, c'est-à-dire qu'on a coupé les bandes latérales pour les mettre à 90 degrés au-dessus, de manière à diminuer la largeur et augmenter la hauteur. Donc la partie supérieure a été complètement repeinte, on va y revenir, mais l'idée c'était de donner un format plus conforme au tableau de collection, au tableau de cabinet, parce que le format initial était beaucoup trop allongé. Et précédemment, et là je n'ai pas d'image à vous montrer, sauf celle que nous avons restituée, mais on y viendra à la fin, à l'automne 1720, quand le tableau était à peine fini,
Il a été placé un court laps de temps sur la devanture de la boutique de Gersaint, pour laquelle il avait été destiné, où il a fait sensation selon les sources. Alors depuis le début des années 2000, je vous ai dit, depuis la fin du 19e siècle, on n'a pas arrêté d'écrire sur ce tableau, mais il y a eu un renouvellement important dans l'historiographie depuis le début des années 2000. Alors notamment, pour parler vraiment des grands jalons historiographiques, Guillaume Glorieux, qui est historien de l'art, qui a fait une thèse sur Gersaint, intitulée à l'enseigne de Gersaint, donc qui a offert une progression considérable dans la connaissance sur le marchand, ses activités, ses stratégies. Sur Watteau, Christian Michel, le célèbre Watteau qui a été publié à Genève en 2008, et Christian Michel analyse la réception d'Antoine Watteau par ses contemporains, montre qu'il a connu de son vivant un succès fulgurant, comme aucun autre peintre français n'en avait connu, peut-être Poussin au XVIIe siècle, et il déconstruit le mythe romantique de l'artiste mélancolique qui a été fondé au XIXe siècle. Pour l'enseigne de Gersaint, donc Christophe Wachter et Eva Wenders de Calice, qui ont publié dans le Burlington Magazine en 2007 les résultats de leur analyse que je viens de vous présenter, et qui ont ensuite étendu l'article un petit peu plus tard, en 2011, dans une notice du catalogue des peintures XVIIIe siècle du château de Charlottenbourg. Et puis en 2014, Michael Zanto, qui était l'un des contributeurs d'un programme ANR de recherche que j'avais dirigé, et qui avait pris comme objet d'étude le pont Notre-Dame à Paris. Il avait étudié en fait l'emplacement des marchands de tableaux sur le pont Notre-Dame sur 2 siècles, et afin de montrer que cet endroit avait toujours été sous-estimé dans l'histoire du commerce d'art, et que ça avait été un lieu très dynamique, au contraire, mais très décrié pour des raisons idéologiques sur lesquelles je vais aussi revenir. Alors ces études ont renforcé le caractère exceptionnel et atypique de cette peinture, mais elles ont laissé à l'état d'hypothèse et d'approximation plusieurs points qui touchent à la visibilité et à l'impact visuel du tableau dans son environnement d'origine. Alors on sait depuis longtemps, et Guillaume Glorieux avait beaucoup insisté, que le tableau ne représente pas l'intérieur de la boutique de Gersaint. Mais nous, la question qu'on s'est posée, enfin une des questions qu'on s'est posées, c'est comment prendre la mesure justement de cet écart visuel entre la réalité de la boutique de Gersaint et l'image créée par Watteau. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est que ce tableau qui fait enseigne et qui était très, très large, comment a-t-il pu jouer donc ce rôle d'image publicitaire sur la devanture de la boutique de Gersaint? Donc, comment il a pu prendre place sur cette boutique? Et puis, enfin, troisième question, quel effet visuel il a produit sur les passants du pont Notre-Dame? Quel impact il a eu? Alors, c'est à cette question que je vais consacrer ma présentation, en adoptant une perspective micro-historique, et j'ai même envie d'inventer le mot nano-historique, puisque on va s'attacher à un tout petit espace-temps, en fait, à peu près 2 semaines. C'est une histoire qui a duré 2 semaines, quelque part durant l'automne 1720, et sur un endroit minuscule qui est une petite boutique sur le pont Notre-Dame. Alors pour aller plus loin, il fallait dépasser le cadre de compétences et les outils disciplinaires traditionnels de l'histoire de l'art en jouant sur une double carte. D'abord celle de l'interdisciplinarité, et puis deuxièmement celle des technologies numériques. Et donc c'est ce que j'ai entrepris avec une équipe que je vous présente brièvement. Alors pour l'histoire de l'art, moi qui au départ étais à Lille, comme l'a souligné Maria Giulia, et maintenant je suis à Lyon depuis 2016, et j'ai été aidée par Laura Louvrier, qui était doctorante en histoire de l'art à l'époque et qui depuis est devenue chercheur indépendante, chercheur associé. En histoire urbaine, Yuri Carbonnier, qui est un historien de l'université d'Artois, et qui avait fait sa thèse il y a quelques années sur les maisons de pont à Paris au XVIIIe siècle. Donc sa connaissance nous a été extrêmement précieuse, et surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il connaissait des maisons banales, des maisons ordinaires que les historiens de l'art ne regardent pas. Enfin, les historiens de l'art regardent la grande architecture, etc., mais pas la maison de rue. Et lui avait une connaissance très fine de ces maisons. Alors, autre historienne, Sophie Reculin, qui était doctorante à l'époque, qui maintenant est docteur, et qui a travaillé sur la naissance de l'éclairage public urbain à Paris au XVIIIe siècle. Et elle a fait un travail extrêmement fin sur la reconstitution de l'éclairage sur le pont Notre-Dame. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard.
Nicolas Moucheron, qui est historien de l'architecture, nous a rejoint un peu sur la fin du projet, parce qu'on ne l'a pas connu tout de suite, et c'est quelqu'un qui travaillait aussi sur le pont Notre-Dame et qui nous a aidés. Il est doctorant à l'école d'architecture de Venise. On a aussi travaillé avec Mylène Pardouën, qui est une pionnière en France et dans le monde de ce qu'on appelle l'archéologie du paysage sonore. C'est-à-dire qu'elle reconstitue des ambiances sonores, et ça, évidemment, ça a fait sens, et on va y revenir aussi. Et elle a travaillé avec une entreprise du nord de la France, Aspic Technologies, parce que autant Mylène Pardouën est capable de faire des captures de sons qui renvoient à des ambiances du passé, ensuite, eh bien, il faut traiter ce son. Et Aspic Technologies fait ce qu'on appelle l'oralisation du son, c'est-à-dire que va, en fonction des matériaux dans lesquels les sons vont se réverbérer, traiter en fait le son. C'est-à-dire que le son d'un pas sur du pavé à l'extérieur ou sur un plancher à l'intérieur ne sera pas le même. Donc ils vont qualifier en fait la nature du son en fonction de sa réverbération sur les matériaux. En informatique, on a travaillé avec Christophe Renaud et François Roussel, qui viennent de l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale, et qui sont surtout passionnés par la simulation des éclairages anciens, parce que la question de notre regard anachronique à l'obscurité et à la lumière, elle a été importante pour cet endroit, ce pont qui était très sombre. Et puis l'infographie, c'est-à-dire vraiment la modélisation, tout le travail d'infographie a été externalisé auprès d'une entreprise, toute petite entreprise, mais ils sont très bons en infographie, Claudio Gallego et Prosper Grou, qui travaillent donc pour Chromelight Studio à Roubaix. Donc on est une toute petite équipe, et je dois dire que ça a été fait aussi avec des petits moyens. On n'est pas les studios Pixar, et donc vous allez voir. Bien. Alors, chacun d'entre nous, en fait, a trouvé un intérêt à ce projet. Et si vous aviez fait venir Christophe Renaud, Nicolas Moucheron ou Yuri Carbonnier, chacun vous en aurait parlé différemment. Donc chacun a pu trouver matière à faire avancer ses propres questionnements. Et l'intérêt, c'est qu'on a pu tous ensemble aboutir à quelque chose auquel personne n'aurait pu aboutir tout seul. Bon. Alors, on va revenir un petit peu sur le tableau pour comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un tableau qui présente l'intérieur de la boutique d'un marchand de tableaux et d'objets de luxe. Il est construit en deux parties, de part et d'autre d'un axe vertical qui ici forcément est fort marqué, qui va délimiter deux zones. Alors à gauche, vous avez deux commis en train d'emballer et de mettre en caisse un portrait et un miroir, tandis qu'un portefaix tout à fait à gauche attend au seuil de la boutique pour aller livrer la caisse. Donc il a déjà l'armature sur le dos pour porter la caisse. À leur côté, on voit un couple qui entre dans la boutique, avec donc une femme vue de dos et un homme vue de face qui invite la femme, et qui permet donc de faire la liaison avec l'autre partie du tableau, où derrière un imposant comptoir, alors retenez bien ce comptoir, parce que c'est une invention de Watteau, un marchand, le marchand plutôt, et sa femme présentent à leurs clients des objets de toilette et un petit miroir d'un côté, et un petit peu plus loin on voit un grand tableau ovale qui illustre un sujet mythologique avec beaucoup de nudité féminine. Alors la femme debout, elle est concentrée comme une experte à regarder des détails qui jouent sur le paysage lointain. L'homme, agenouillé au premier plan, admire, il a sorti un lorgnon, admire à la fois, on ne sait pas trop, la facture et ou le groupe de nudité. Donc il est à la fois séduit apparemment par la matérialité de la peinture et aussi sans doute par l'érotisme des figures. Donc il y a de l'humour évidemment dans ce détail qui semble vouloir dire que le connoisseurship, la science du connaisseur, ouvre la voie à différentes formes de délectation visuelle. Les murs sont couverts de peinture, comme dans les vues de galeries qui existaient en Flandre au XVIIe siècle. Et il y a eu toutes sortes de débats sur leur identification, mais dans l'ensemble, on va trouver des peintures qui renvoient à la peinture flamande du XVIIe siècle, Rubens, Van Dyck, et à la peinture vénitienne de la fin du XVIe siècle, Véronèse, Titien, cette catégorie de peintres. On trouve aussi une référence directe à Rubens, qui est davantage de l'ordre de la connivence visuelle. Donc c'est un clin d'œil destiné à
à des connaisseurs qui sont capables de faire le lien. Vous avez le petit chien en bas à gauche dans le tableau qui est en train de chercher ses puces, qui est un emprunt direct au chien que l'on trouve dans la très très grande peinture de Rubens, le couronnement de Marie Médicis, qui fait 7 mètres de large, aujourd'hui au Louvre, mais qui à l'époque était visible au Palais du Luxembourg, et on sait que Watteau est allé très souvent étudier les Rubens sur place, à dessiner d'après Rubens, et là donc il y a ce motif qui réapparaît inversé, ce qui montre qu'il a sans doute utilisé une contre-épreuve, et une manière de montrer son admiration pour Rubens. Alors la boutique contient aussi, comme vous le voyez, des objets de luxe. Donc le miroir là-bas, c'est ce qu'on appelle un miroir de toilette vernis Martin. C'est un type de traitement qui imite la laque de Chine. Et puis la pendule que vous avez dans l'arrière-plan, elle est très proche des pendules de Charles Boulle. Ce qui veut dire que les objets qu'on a dans cette peinture sont des objets d'avant-garde, des objets au dernier cri, c'est le design de l'époque. Et c'est important à souligner, parce que ça laisse tomber aussi toutes ces interprétations autour de la vanité. Là, on est au contraire plutôt dans la glorification en fait, de la culture matérielle du temps. Alors, en ce qui concerne le peintre, je vais être très brève. C'est un peintre qui est très particulier dans l'histoire de l'art. D'abord, Watteau n'a pas eu de formation académique, il est un peu autodidacte. Il s'est cultivé lui-même, notamment en travaillant d'après les maîtres, donc la copie a été très importante pour lui. Il a toujours eu un intérêt pour les sujets atypiques et populaires, notamment ça se ressent dans ses dessins. Il s'intéresse aux petits métiers, aux personnages exotiques, aux Turcs, aux Noirs, le monde des marges, celui des comédiens, celui des vendeurs ambulants dans la rue. Il n'a jamais bénéficié de mécénat, de cours ou d'église, il n'a jamais eu de commande royale. Il n'a jamais eu d'atelier ni même de domicile fixe. C'est un artiste SDF qui a toujours été hébergé chez des mécènes ou chez des collègues. Il n'a pas eu d'élèves à proprement parler, donc il n'a pas fait école, et sa carrière est très courte, une 12aine d'années d'activité. Et c'est là le grand paradoxe, comme l'a montré Christian Michel, il a eu un succès inouï de son vivant, et aucun peintre avant lui en France n'avait eu une reconnaissance aussi rapide et aussi étendue. Donc il y a vraiment un phénomène Watteau. Alors, vous connaissez peut-être plus le Watteau des Fêtes Galantes, avec ce pèlerinage à l'île de Cythère qui a été son morceau de réception à l'Académie en 1717. Le destinataire de cette peinture, c'est donc Gersaint. Gersaint qui est né en 1694 et qui meurt en 1750. Il est le fils d'un marchand de tabac. Il va emménager en 1718 sur le pont Notre-Dame, au numéro 35. En février 1720, le tableau date de l'automne 1720. En février 1720, il est reçu maître dans la corporation des marchands merciers, qui est une profession spécialisée dans le commerce du luxe. Un marchand mercier peut vendre de tout, mais ne fabrique rien. Donc à ce moment-là, il propose à la vente un grand nombre de meubles, d'objets décoratifs, des miroirs, des lustres, des coffrets, des pendules, mais il peut vendre aussi de la peinture, des gravures, des cadres de bois doré. Assez vite, Gersaint va se lancer aussi dans l'édition d'estampes à partir des années 1730. Et puis ensuite, il va élargir ses activités vers le secteur très florissant et très en vogue de la chinoiserie et de la curiosité naturelle. Donc il se rend très souvent dans les Pays-Bas pour se fournir en coquillages exotiques, mais aussi en produits en provenance d'Orient, les lacs de Chine et ce genre de choses. Des coraux, etc. Les plus grands collectionneurs, comme les plus modestes amateurs et curieux, défilent dans sa boutique. Et parmi ses clients, on compte le comte de Caylus, le duc de Choiseul, le comte d'Argenson, Buffon, la marquise de Pompadour, le roi de Pologne, la reine de Suède, etc. Donc vraiment un personnage, une grande figure du marché de l'art. Alors, il n'est pourtant pas le plus grand marchand d'art de son temps en termes de transactions. Il y avait des marchands beaucoup plus riches que lui, mais il est le plus innovant et il est une véritable figure de proue du commerce d'art moderne. Il va être à l'origine d'un certain nombre d'innovations dans le marché. Notamment, il instaure en France une nouvelle culture du catalogue de vente imprimé. Donc vous voyez ici un exemplaire, catalogue de vente imprimé qui se fait toujours aujourd'hui, et ça remonte, en tout cas en France, à Gersaint.
Entre 1733 et 1749, il a mené 14 grandes ventes aux enchères, au succès retentissant. Ces catalogues sont toujours très bien informés, avec des longs commentaires sur les œuvres. Ils permettent donc de faire circuler les connaissances sur les artistes et favorisent l'internationalisation des échanges, parce qu'on peut, par tout un système d'agents et de correspondants, finalement prendre connaissance à distance de la vente qui aura lieu chez Gersaint et d'acheter à distance. On lui doit également la publication des premiers catalogues raisonnés d'artistes. Il publie en 1744 le catalogue raisonné des gravures de Jacques Callot, et en 1751, un an après sa mort, à titre posthume, est publié son catalogue raisonné de toutes les gravures de Rembrandt. Donc il est vraiment, c'est un marchand, mais un marchand connaisseur, un marchand expert, qui met au point des outils qui continuent à être de premier plan pour l'histoire de l'art. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'à l'automne 1720, Watteau lui peint cette fameuse enseigne, Gersaint n'est alors qu'un tout jeune marchand mercier, qui est depuis 6 mois reçu dans la corporation des marchands merciers, récemment installé sur la boutique du Pont Notre-Dame et encore quasiment un inconnu. J'en viens au cadre. Je vous parle du Pont Notre-Dame depuis tout à l'heure. Le Pont Notre-Dame à Paris, voilà comment il se présente aujourd'hui. Alors c'est un pont, un axe très important qui se situe sur l'ancien cardo romain qui relie le nord et le sud de Paris. Le pont Notre-Dame a été le premier pont en pierre construit dans la capitale entre 1500 et 1507. Il y avait avant des ponts en bois qui régulièrement se sont effondrés. L'ouvrage fait à peu près 120 mètres de long, comportait à l'origine 6 arches en plein cintre, et il va subsister jusqu'en 1852, date à laquelle des travaux vont abaisser sa hauteur, avant d'être entièrement détruit et reconstruit entre 1910 et 1914 sous la forme actuelle que vous voyez là. Donc on a 2 grandes arches qui encadrent une longue arche métallique. Mais à l'origine, voilà, je montre ici un plan, le fameux plan dit de Turgot, d'après Louis Bretet, un plan plus ou moins perspective cavalière. À l'origine, le pont Notre-Dame était bâti. Vous voyez les maisons dans le cercle rouge. Ces maisons, elles ont été construites entre 1507 et 1512. Elles étaient propriétés de la ville de Paris, donc elles étaient louées à leurs occupants. Et ce qui fait que quand on passe sur le pont Notre-Dame au XVIIIe siècle, et même au XVIIe siècle, on a l'impression de passer dans une rue, et on ne voit pas du tout la vue sur la Seine. On perd complètement la notion du pont. Les maisons sont toutes semblables, elles ont toutes été construites sur le même modèle, ce qui fait que l'habitat sur ce pont a été le premier ou l'un des premiers exemples architecturaux réguliers de Paris, qui va annoncer des efforts qui vont se multiplier, de régularisation qui ont marqué tout l'urbanisme du XVIIe siècle. Par exemple, la place des Vosges à Paris, elle a aussi ce côté très uniforme d'une maison à l'autre. Alors, à l'origine, les maisons sont à peu près de 68, il y en a 34 de chaque côté, et elles vont être démolies en 1786. Alors, une chose que nous avons faite, dans un premier temps, on a fait une petite application de visualisation que je ne vais pas vraiment développer ici, pour visualiser la place des marchands de tableaux sur le pont Notre-Dame, pour permettre de facilement saisir ce que Michael Zanto avait montré, à savoir qu'il y a eu des moments, par exemple sous la Régence, à peu près un tiers des boutiques du pont étaient occupées par le commerce du tableau. Donc derrière, on a une base de données qui permet d'avoir des métadonnées sur les marchands. Mais ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à certains moments de son histoire, il y avait plus de femmes finalement que d'hommes qui tenaient le commerce de la peinture à Paris sur ce pont, parce que les veuves ou les femmes en fait, de marchands pouvaient exercer le commerce. Donc ça, c'est une chose qui n'avait pas été vue jusqu'à présent. C'est l'intérêt aussi de ces outils numériques, c'est que ça permet de faire apparaître des acteurs secondaires, mineurs, que l'historiographie en général laisse tomber. Bien, alors, on arrive progressivement vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire explorer la boutique de Gersaint dans son environnement d'origine. C'est vrai qu'il est difficile d'imaginer l'effet que devait produire ce pont habité en plein cœur du vieux Paris. Alors qu'est-ce qu'on a comme source ? On a quelques sources visuelles peu nombreuses,
pour le côté amont du pont, on a cette vue assez tardive, 1782, de Charles Espinasse, très uniforme. J'ai cassé la chose. Ah, c'est possible parce que je l'utilise très peu à la longue. Ça marche? Ça remarche. Je crois que j'ai formulé ma remarque un peu autrement. Le tableau de Watteau, c'est une fiction, on peut dire ça. C'est une fiction qui répond à certains codes. Il y a une petite histoire qui est représentée, il y a des conventions de représentation qui sont mises en œuvre. Est-ce que l'idée ne vous est pas venue de vouloir, plutôt que de reconstituer l'environnement spectatoriel, disons, de l'enseigne, de la boutique du pont, etc., d'essayer de trouver une sorte d'équivalent actuel de ce qui serait cette fiction et ces codes de représentation picturaux que Watteau a mis en œuvre. Je veux dire qu'aujourd'hui, les outils numériques, les outils de visualisation numérique répondent à d'autres objectifs que ceux de la reconstitution véridictoire, disons. Il y a une poétique visuelle des outils numériques il y a une manière de raconter des micro-scènes, des micro-histoires avec des outils de visualisation numérique. Donc, est-ce que, mais vous allez peut-être me dire que ce n'est pas du tout le travail d'un historien de l'art ou même d'un historien, mais est-ce que vous pourriez imaginer d'utiliser la technologie numérique, non pas à des fins de reconstitution du passé, mais de reconstitution d'un type d'expérience spectatorielle qui serait l'homologue actuel, si vous voulez, de ce qu'était la toile de Watteau dans son environnement historique. Mais c'est pas forcément beaucoup plus clair. Mais si, je vois l'idée. Oui, c'est intéressant, mais alors je ne vois pas très bien concrètement ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il n'y a pas de documents qui parlent de ça, c'est-à-dire de l'expérience spectatorielle à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire l'expérience spectatorielle, comment dire, incarnée, située, probablement à cette époque-là, c'est pas possible. Oui, non, mais c'est aussi le fait de raconter une petite histoire, et de raconter une petite histoire en arrangeant un peu la réalité, parce que voilà, vous avez dit ça ne pouvait pas être tout à fait comme ça, à l'intérieur du marchand ne pouvait pas être comme ça, il n'y avait forcément pas autant de toiles. Et donc, est-ce que cette petite histoire-là qui nous est racontée par Watteau dans ses codes à lui, est-ce qu'on pourrait se la raconter en quelque sorte dans les codes que proposent aujourd'hui les outils de visualisation numérique, et sans chercher à avoir un effet de vérité historique, mais en utilisant le pouvoir de la fiction avec des codes de représentation qui sont actuels, enfin qui correspondent à ce que permettent les outils numériques plutôt que la peinture. C'est-à-dire broder sur la fiction. Oui. Voilà, inventer une scénographie. Voilà, oui. Et faire vivre les personnages. Peut-être, ou oui, pourquoi pas, oui, je ne sais pas, j'ai pas d'idée précise. Broder sur la fiction, ça j'aime bien cette expression-là. C'est-à-dire saisir le potentiel évocatoire de la fiction plutôt que de chercher à reconstituer la vérité historique. Et c'est aussi, une autre démarche. Hein. Oui, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche, oui. Mais c'est prendre au sérieux quand même un objet historique qui est un objet fictionnel. Tu vois ce que je veux dire, François? C'est pas parce que c'est la fiction que c'est historique. L'expérience de la fiction est parce que lui aussi, il a été totalement irréaliste, infidèle, etc. etc. Ouais, oui. Donc je veux dire, suivre sa manière d'être infidèle, nous aussi être infidèles comme lui. Oui, moi je me plaçais un peu du côté du travail qui a été fait. Des pauvres historiens. Je veux dire, enfin je sais pas, il faut des réalisateurs, quoi. Non?
il faut Oui, c'est autre chose. des scénaristes. C'est autre chose. J'ai des collègues à Strasbourg qui font des petits films vidéo à partir de tableaux anciens, en faisant jouer des étudiants, en reconstituant des atmosphères, et c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'on pourrait inventer plein de choses. Mais alors là, moi, en tant qu'historienne de l'art, je dirais que c'est plus... ça m'intéresse, mais c'est plus ma compétence. Mais je pense quand même que l'historien de l'art a quelque chose à dire, parce que précisément, il s'agit quand même de mesurer, et c'est ce que vous avez fait en quelque sorte, l'écart entre ce que cette représentation construit comme fiction et ce que la réalité historique impose comme contrainte. Et donc c'est cet écart-là qu'il s'agit d'exploiter, mais pour l'exploiter, il faut savoir de quel écart on parle. Oui, ce que j'ai pas... On parle d'interdisciplinaire, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis d'autres moyens. Ce que j'ai pas montré, c'est qu'on connaît quelques tableaux populaires anonymes de la fin du XVIIe siècle où on voit des boutiques qui n'ont rien à voir avec ça. Donc oui, effectivement, on pourrait faire des comparaisons et jouer sur, je sais pas, on pourrait inventer des tas de choses comme ces effets de, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est du morphing, où on passe d'une scène à l'autre de façon très fondue. Bon, enfin, il y aurait plein du point de vue du scénario où on pourrait inventer beaucoup de choses. Parce que du coup, la question de la reconstitution de la vérité est un peu suspendue au profit de l'expérience d'une fiction. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant aussi. Mais bon, là, je délire un peu. Non, mais c'est un regard plus libre, d'une certaine manière, de ce que ça peut être, évidemment, le devoir de précision qui nous apprend beaucoup, parce que ce qu'elle nous a montré sur, par exemple, ce que tu nous as montré sur les miroirs type lac, ou bon, ça nous dit beaucoup sur Gersaint, ça nous dit beaucoup sur sa jeunesse, sur sa manière de s'imposer sur les marchés, sur ses voyages, donc tout compte effectivement dans la documentation, disons, érudite de la chose, mais je pense que oui, que c'est un autre côté qui pourrait être bien sûr jugé, évalué totalement de manière différente, je veux dire, par les institutions, par l'ANR, etc. etc. Donc ce serait toute une autre manière de se positionner, mais ce serait un travail sur comment rendre le passé à travers la fiction ou à travers les croisements de références ou à travers les deux. C'est un autre projet d'une autre horizon. Oui, ou peut-être une idée aussi, ce serait de transposer cette scène dans l'univers complètement contemporain, c'est-à-dire essayer de trouver un équivalent. Mais qu'est-ce que ce serait comme équivalent? C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui l'expérience d'une galerie qui permettrait d'avoir cette chose qui est d'avant-garde? Parce que là, c'est de l'avant-garde pour l'époque. C'est une projection sur quelque chose qui n'existe pas. Cette scène n'a jamais existé. C'est ça. Oui, moi j'avais une question en fait. Quand François a posé sa première question, à une réponse que vous avez donnée, j'ai dit bon, ma question est vidée, j'en ai plus, mais tout de suite je me suis dit que la question demeurait quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je me dis ceci. Donc, vous avez, l'hypothèse que vous avez avancée, c'est que les tableaux étaient un peu inclinés, présentés, affichés, inclinés. Okay? Or, la rue, en fait, le pont était moins éclairé, sauf si le soleil est au zénith et tout ça. Alors je me suis dit, est-ce que le fait que les tableaux soient inclinés ne renforçait-il pas la difficulté de visibilité de l'enseigne, de par le fait que il y avait peu d'ombre. Plus c'est incliné, le soleil n'arrive pas. Alors, quand je disais tout à l'heure que ma question était vidée, parce que vous avez évoqué qu'il y avait une lanterne qui éclairait. Je me suis dit, bon, ok, s'il y a une lanterne, donc ça peut. Mais la lanterne, peut-être que c'est la nuit. Oui, absolument. Est-ce que pendant la journée,
Donc, le tableau était incliné. Alors, et là, je me dis, si je me pose la question, je me dis, bon, ok, si les tableaux devaient être inclinés, ça veut dire que déjà au niveau de la conception, de la construction, de l'élaboration du tableau, l'auteur devrait déjà avoir l'idée de l'emplacement. Mais vous avez absolument raison. Où le tableau devrait être fait. Alors, étant donné cet emplacement, avec cet environnement moins éclairé, est-ce que vous avez pu chercher à savoir si dans les tableaux, dans l'image, dans la construction du tableau, il y avait des indices qui montraient que l'auteur, tout en construisant son tableau, tenait compte de cet environnement et de la visibilité du tableau, en sorte qu'une fois placé là, bon, c'est incliné, mais tel éclairage, tel élément le rendrait beaucoup plus visible par rapport à l'écran. Voilà, c'était ça un peu ma réflexion de manière globale. Oui, non, c'est une très bonne question. Alors, oui, je vais vous répondre oui. Watteau avait conscience que le tableau serait incliné, enfin on le pense. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tableau qui a été peint très vite. Quelque part dans un témoignage, Jarstein dit qu'il a été peint en 8 jours. Alors pendant longtemps, les historiens de l'art se sont dit oui, il a exagéré, mais en fait non, les restaurateurs ont bien vu que ça a été peint très vite. Donc ça a été fait très très vite. Et donc le tableau il est incliné. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il est vraiment en dessous, là, ici, en position droite, comme l'avait écrit précédemment Adhémar ou les autres, alors là on ne voyait vraiment plus. Hein. Alors, il y a depuis longtemps, les historiens de l'art s'étaient interrogés sur une particularité. Il faut que je remette le tableau. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, si on va finir par y arriver. Voilà. Vous voyez que les personnages sont très allongés, très effilés. Ils ont un canon de proportion très étiré, qui ne correspond plus à la manière dont Watteau peignait dans ces années-là. Il a fait ça à ses débuts. Dans les années 1710, tout au début, il faisait des petits personnages très filiformes, parce qu'il était lui-même marqué par son maître qui s'appelait Gillot, qui peignait comme ça. Et puis, là, il est revenu à la fin, et c'est unique dans cette peinture, vous voyez, par exemple, le personnage féminin, il est très long. Et jusqu'à présent, les gens s'étaient interrogés. Et nous, on pense que c'est un effet qu'il avait intégré dans la peinture en pensant qu'en étant penché vers l'intérieur, ça corrige un peu. Ceci dit, Watteau n'a jamais été un grand perspectiviste. C'est un peintre qui n'avait pas eu une formation académique classique, hein, donc par exemple, il n'a jamais su dessiner une main. Et donc, on a senti ici qu'il était gêné, il y a quelque chose qu'il a recherché dans les raccourcis et dans la perspective, sans que ce soit forcément parfaitement maîtrisé par rapport à l'emplacement futur, mais je pense qu'il l'avait en tête. Ce qui explique cette élongation anormale des personnages qu'on n'a pas dans les autres tableaux de la même période de Watteau. Ça peut être une explication. C'est intéressant. Oui, très. C'est intéressant d'imaginer qu'on puisse peindre pour l'éternité en pensant aux 15 jours. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et puis, si ce tableau s'appelle L'Enseigne, c'est parce qu'en 1732, il a été gravé, c'est-à-dire qu'il est diffusé par la gravure. Donc, ça doit être une enseigne, tout le monde est tout parfaitement conscient que c'est un tableau majeur, en fait. Hein, qui ensuite est passé tout de suite dans des grandes collections. En 1730, il est dans la collection de Jean de Julienne. Ensuite, très vite, il est acheté par un intermédiaire pour, je ne sais plus quel prince allemand. Hein, donc il part à l'étranger très vite. Donc c'est un tableau qui était convoité, hein, qui n'était pas vu comme une enseigne banale. Ça, on a reconnu la qualité très vite. La Aragon avait écrit un petit texte, je crois, qui s'appelle L'Enseigne de Jackson. Qui ? Aragon. Ah oui. Et qui demandait, qui disait que c'était tout l'esprit français et voulait que l'Allemagne restitue, oui, dans le cadre de la guerre finalement. Il a servi de monnaie d'échange. Göring voulait l'échanger contre un objet médiéval allemand qui était tenu dans une cathédrale en France, l'embut de, je ne sais plus quel, je crois que c'est à Cluny, enfin. Et ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait. Il y a une histoire, si au début du XXe siècle aussi, Paul Alfassa écrit cette première monographie, c'est parce que réapparaît sur le marché français, aujourd'hui une copie, de la moitié droite. À l'époque, le tableau était toujours coupé en deux. Hein. Et donc, c'était une copie, enfin une version qui était dans la collection Michel Lévy. Et à ce moment-là, il y a toute une polémique, on est en plein montée des nationalismes, entre les Français qui considèrent qu'en France, on ne peut avoir que l'original et qu'à Berlin, c'est la copie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui lance la polémique et l'écriture et qui relance l'attention aussi sur le tableau. Finalement, non. C'est très bien. Et Paul Alfassa a défendu le fait que ce tableau-là était bien l'original. Ouais, donc il a été l'objet aussi d'enjeux voilà, qui dépassent strictement son intérêt artistique, hein. Comme souvent les grandes œuvres d'art. D'autres questions? Nous sommes satisfaits. Tant mieux. Sophie, merci encore. Merci à vous. C'est lacunaire et imprécise, et donc ces images n'ont rien de définitif. L'objectif majeur de ce travail a été de redonner une forme de visibilité à l'environnement disparu d'un tableau singulier, devenu l'une des grandes icônes de l'histoire de l'art, afin de mieux en saisir le sens, ce dernier ne pouvant être dissocié de la destination et de la fonction d'origine de l'œuvre. Donc ici, la visualisation, elle permet pleinement de construire le savoir en sciences historiques. Voilà. Alors plus globalement, dans cette étude de cas micro-historique, la visualisation de données dont j'ai peu parlé parce que c'était plutôt par rapport à la base et l'application sur l'ensemble du pont, et la restitution en images numériques ont été envisagées comme des outils d'analyse en histoire de l'art et non pas comme une fin en soi. Et la méthode aura eu le mérite principal de mettre à l'épreuve des sources et de tester la validité d'hypothèses, notamment les hypothèses antérieures de mes collègues, qui heureusement le prennent bien, hein, pour aboutir à ces nouvelles propositions. Alors plus largement, le projet rentre en résonance avec les défis de société actuelle, hein, à l'heure où la question des ponts habités inspire la réflexion des urbanistes du monde entier, en réponse à l'hyperdensification des villes, redonner au pont Notre-Dame une visibilité qu'il avait perdue, c'était aussi l'un des enjeux de ce projet. Alors il y a énormément de projets qui fleurissent depuis les années 1990 dans le monde autour de ces ponts habités. Alors parmi les exemples, il y a le pont de Columbus dans l'Ohio par l'architecte David Meleka en 2004, qui est le premier pont habité construit sur le continent américain. Le pont de Saragosse en Espagne en 2008 par l'architecte Zaha Hadid. Le pont de Pékin, qui doit être celui-ci, c'est ça, construit par Stephen Hall. Ici, j'ai un autre projet par Hainan en Chine par Mark Limram en 2017. Et les projets continuent. Il y en a qui concernent les villes de Washington, de New Haven, de Montréal, d'Abu Dhabi, d'Amsterdam, d'Acapulco, Londres, Séville, etc. Et on invoque toujours les modèles du passé, toujours les mêmes. On revient toujours sur le pont de Tevecchio à Florence, on parle toujours du Kramerbrücke, le pont des épiciers à Erfurt, qui existe toujours, ou bien de le vieux pont de Londres, le Old London Bridge. Et le pont Notre-Dame n'apparaît jamais dans cette série d'exemples. Alors, il a été l'un des, sans doute, le plus monumental de l'histoire des ponts à cette époque-là. Il a sans doute été l'un des plus remarquables ponts habités, et donc on pensait que c'était aussi important de lui redonner une place dans cette réflexion. Et cette idée, d'ailleurs, elle rejoint une initiative de la ville de Paris qui a lancé en juin 2014 un concours international d'architectes visant, selon Jean-Louis Missica, qui est le maire adjoint chargé de l'architecture et de l'urbanisme à Paris, de, je le cite, « construire sur la Seine 2 nouveaux ponts habités, renouant ainsi avec une page de l'histoire de la ville ». Donc il est question de construire 2 nouveaux ponts sur la Seine, ponts habités. Alors ça c'est une des propositions. Je ne sais pas où en est le projet, mais en tout cas le concours a réellement été lancé. Il nous a donc semblé que notre travail de restitution pouvait à double titre intéresser aussi un public plus large, curieux de visualiser ou même d'expérimenter en situation immersive l'ambiance visuelle et sonore de ces ponts habités anciens. Nous avons développé une application sur tablette interactive, alors j'ai oublié, elle est là dans mon sac, et si vous voulez, je vous la montrerai tout à l'heure,
qui a été conçu comme un outil de médiation patrimoniale, et le musée Carnavalet, qui possède une partie des sources visuelles qui nous ont inspirés, est partie prenante pour ensuite insérer dans son parcours muséographique cette petite tablette. Alors ça a été développé à partir d'un moteur de jeu vidéo, Unreal, qui permet donc un déplacement assez fluide dans la scène. Donc on peut se promener virtuellement sur le pont Notre-Dame, et il y a des petites balises jaunes. Quand on clique dessus, il y a des métadonnées qui s'ouvrent, qui donnent des informations sur un certain nombre de points. Voilà, ça c'est une capture d'écran de notre tablette. Je vous la passerai si vous voulez après. Et puis, on a aussi développé une version plus immersive et interactive et sonorisée grâce à Mylène Pardouën, parce que, en fait, visualiser une scène muette, même avec des images de qualité photoréaliste, ça reste une expérience abstraite. Et à partir du moment où on ajoute du son, on va créer une animation de la vie, et ça donne beaucoup plus de densité à la scène restituée, et ça détourne aussi l'attention de ce qui est purement visuel. Donc, ces ambiances sonores permettent d'améliorer pour le visiteur la sensation de plonger dans le passé. Alors, Mylène Pardouën, elle est extrêmement rigoureuse, parce qu'aujourd'hui ça se développe beaucoup, ces restitutions sonores. C'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux et qui va jusqu'à s'interroger sur le type d'oiseau dont on pourrait entendre les cris sur le pont Notre-Dame. S'est rendu compte que oui, il y avait des mouettes à Paris, mais des cris de mouettes. Et puis un ornithologue lui dit oui, mais c'est pas la bonne espèce de mouette. Donc elle a recommencé. Elle n'a pas fait les cloches, il y a beaucoup de cloches, les cloches de la cathédrale Notre-Dame, etc. Parce qu'elle me dit, on ne sait pas comment était le timbre des cloches à Paris au XVIIIe siècle, donc quand je ne sais pas, je ne mets pas. Donc ça c'est très, très sérieux ce qu'elle fait. Donc l'objectif de la version immersive, c'est d'offrir l'occasion, l'impression plutôt, de se déplacer en temps réel et à l'échelle 1:1 sur le pont Notre-Dame, d'entrer dans la boutique de Gersaint si on a envie. Alors il n'y a que dans la boutique de Gersaint qu'on peut entrer, parce qu'on n'a pas refait les autres boutiques, ça n'avait pas de sens, puis ça aurait demandé beaucoup trop de travail. Voir donc l'effet que produit l'enseigne. Et on a été confronté au dilemme du choix des périphériques, d'affichage, en raison des contraintes technologiques actuelles. On a deux cas de figure. Soit on peut travailler à partir de casques immersifs de ce type HTC Vive, soit on peut projeter la scène dans un écran de réalité virtuelle. Alors les casques immersifs offrent l'intérêt d'une très très bonne qualité d'immersion, mais je dirais presque trop, puisque nous sommes complètement coupés, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais on est complètement coupés du monde extérieur, on perd tout repère. Et l'appareillage lui-même difficile à se faire oublier. En tout cas, on est très isolé dans l'expérience que l'on est en train de vivre. Alors pour ça c'est perturbant, même si c'est assez bluffant sur le plan de la qualité de l'immersion et de l'interaction. En ce qui concerne la réalité virtuelle, j'ai fait partie, lorsque j'étais à Lille, d'une équipe qui a pensé à la conception d'un écran de réalité virtuelle unique en son genre, qui est devenu la pièce maîtresse d'un EQPEX, c'est-à-dire en France, c'est ce qu'on appelle les équipements d'excellence, c'est des concours qui ont été lancés. Et en fait, c'est les ingénieurs informaticiens à Lille qui ont imaginé en fait cet écran qui est unique dans le sens où il se présente sous la forme d'un écran courbé aussi bien dans la largeur que dans la profondeur. Donc il n'a pas d'arête, il n'y a pas d'angle. Et ça permet donc d'avoir un affichage très fluide et d'évoluer à l'intérieur de l'écran dans un espace de 5 mètres sur 2,5 mètres, avec une fluidité visuelle à 180 degrés puisqu'il n'y a aucune arête. Alors ce type d'écran compte parmi les plus performants pour permettre à l'utilisateur de se sentir immergé dans la scène reconstituée. Mais pour autant, je dois dire, alors évidemment les images sont déformées, on ne peut pas faire autrement, mais celui qui a le casque ne les voit pas comme ça. Mais je dois dire que l'impression d'immersion dans le passé m'a paru décevante, je dois être honnête. Parce que la restitution graphique, elle est forcément appauvrie par rapport à ce qu'on peut avoir sur tablette ou dans le casque. Tout simplement parce qu'on est obligé de dégrader la qualité des images à cause du temps de calcul des ordinateurs qui doivent traquer l'observateur, et pour qu'il y ait une bonne interaction, on perd en qualité des images. Donc aujourd'hui, c'est un dilemme. Si on veut une bonne qualité d'interaction, on choisit l'écran de réalité virtuelle, mais on a des images beaucoup plus pauvres. Si on veut favoriser la qualité des images,
On sera peut-être dans un univers moins interactif, mais voilà, ce sont des choix à faire. Bon, puis tout ça, c'est des technologies qui évoluent beaucoup et on peut imaginer que ça va évoluer. Alors, je conclurai avec une citation de Hans Robert Joss dans sa théorie de la réception. Voilà, je laisse la parole. Il a dit « Une œuvre ancienne ne survit dans la tradition de l'expérience esthétique ni par des questions éternelles, ni par des réponses permanentes, mais en raison d'une tension plus ou moins ouverte entre questions et réponses, problèmes et solutions, qui peut appeler une compréhension nouvelle et relancer le dialogue du présent avec le passé. » Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Sophie. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ta conférence, mais comme je suis plus intéressée aux questions des autres qu'aux miennes, je vais quand même ouvrir la discussion si quelqu'un veut se lancer. Une toute petite question factuelle, j'avais bien l'impression, enfin j'ai peut-être pas entendu si vous l'avez mentionné, mais pour quelle raison est-ce que ça n'a été accroché que 2 semaines? Alors, oui, c'est une bonne question que tout le monde se pose. On n'a pas de réponse absolue. Il y a la première question, enfin première réponse qui viendrait à l'esprit, c'est que c'est quand même accroché en plein air, même si le vent descend un petit peu et protège, et même si on sait qu'à l'époque, il était assez courant d'exposer en plein air des peintures, il y a quand même, puis on est à l'automne, cette question des conditions atmosphériques qui font que la peinture a pu rapidement se dégrader. Après, on se demande, mais là on n'a aucune, c'est une pure supposition, on se demande si il n'y avait pas un danger pour Watteau de laisser trop longtemps cette peinture qui était vraiment un pied de nez en fait à l'Académie royale. Oui, merci beaucoup d'abord, c'était vraiment fascinant comme recherche. J'ai juste deux réactions qui me viennent, je ne suis pas sûr de pouvoir les formuler de manière très claire, mais je vais quand même essayer de me lancer. D'abord, vous avez dit parmi les questions que vous avez évoquées que ce qui vous intéressait, c'était de savoir l'impact visuel sur les passants. Mais est-ce que votre recherche, du coup, s'est étendue aussi à ce qui faisait la culture visuelle urbaine en général, donc c'est-à-dire pas uniquement l'environnement très précis du pont Notre-Dame, ou même la culture liée aux enseignes, sur les boutiques de marchands, mais plus généralement ce qui forme l'œil du passant dans son expérience sensorielle lorsqu'il marche en ville, oui. Et même le type de pratique en fait lié à l'environnement urbain. Est-ce que des trajets à pied confrontés à un type d'image par rapport auquel ce type d'enseigne pouvait présenter une forme de saillance, ou au contraire être tout à fait banalisé par d'autres types d'expériences visuelles du même genre? Oui. Oui. La seconde, et puis je poserai la deuxième question. D'accord. Oui, alors ça c'est déterminant évidemment. Alors on en a des idées et même pour la restitution, on aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, ce qu'on a montré du pont n'est pas, c'est loin d'être complet. Il y avait beaucoup plus que ça à voir. Il y avait notamment des restes. Ce pont a beaucoup servi pour des entrées éphémères royales. Il y avait des restes de décors en carton-pâte, des termes, etc. On ne les a pas mis parce que c'était trop compliqué. Alors, en général, les enseignes, si on prend un petit peu la culture de l'enseigne, c'est le plus souvent ces petites enseignes pendantes qui sont très simples, avec juste un motif emblématique qui va évoquer le métier en fait, de l'artisan. Les enseignes plafonds, on en connaît très très peu qui nous sont parvenus, mais il y a d'autres peintres, et moi c'est un sujet sur lequel je travaille, parce qu'en fait c'est du street art quelque part, d'autres peintres qui ont fait des enseignes plus ou moins documentées, malheureusement souvent elles n'ont pas survécu. Par exemple François Lemoine, qui était aussi un peintre important de l'Académie, a fait une enseigne importante, même Watteau a eu d'autres commandes d'enseignes. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que celle-là, c'est la seule, parce qu'on a quand même bien cherché,
c'est la seule dont on raconte dans les sources qu'elle a fait l'admiration, qu'on est venu la voir à plusieurs reprises, donc elle a eu un effet puissant. J'imagine, et c'est parce que là on manque encore une fois de sources, qu'elle devait vraiment trancher. Sur les autres enseignes, il devait y avoir d'autres plafonds peints sur le pont Notre-Dame. Et puis surtout, c'est quand même un peintre de premier plan. Oui, c'est la qualité de l'enseigne, je pense, qui a été remarquée. Alors après, il est vrai qu'on a vu qu'il y a des traces de quelque chose de doré. Donc elle avait dû être incrustée dans un cadre doré. Et ceux qui ont travaillé sur l'éclairage ont vu qu'il y avait une lanterne qui était juste en face. Et la nuit, ça devait vraiment luire aussi. Il y a aussi cet effet de brillance. Les gens qui travaillent sur la culture matérielle au début du XVIIIe siècle sont marqués aussi par l'effet de brillance qu'on recherche, à travers la laque, à travers tous les matériaux, la glace, la vitre. Donc il y avait un côté un peu clinquant qui était sans doute recherché. Donc je pense que cette enseigne, elle a tranché. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une connaissance et une vision très complète de ce que c'est que cette culture visuelle du passant. Mais vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. Je suis très très heureux que vous fassiez vous-même le parallèle avec le sculptacle, parce que c'est un sujet qui nous intéresse avec Marguerite Julia, et effectivement, j'ai eu aussi l'idée de ce parallèle. Alors la deuxième question, bon, c'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion de type épistémologique, je sais pas trop. Ce qui m'a vraiment plu dans la démarche que vous avez présentée, c'est le fait que vous avez mobilisé différents codes de représentation. Donc que vous confrontez en réalité plusieurs codes de représentation, la représentation picturale évidemment, mais aussi les coupes d'architectes, des témoignages écrits, et puis on peut imaginer du coup que la reconstitution que vous proposez est elle-même un code de représentation contemporain auquel on accorde nous-mêmes une valeur de fascination et peut-être une valeur de vérité. Enfin, j'ai été déçu parce que précisément il y avait une projection sur l'effet d'authenticité qui est censé provoquer ce type d'expérience immersive. Mais du coup, bon, c'est pas du tout une critique vraiment, mais je me demande, est-ce que la valeur de vérité ou d'authenticité, de fascination que nous projetons sur ce type de représentation n'est pas une manière de rejouer presque le type de fascination qu'ont pu peut-être avoir les passants face à l'enseigne de Watteau, qui était elle-même un code de représentation sans doute fascinant pour l'époque. Donc en quoi est-ce que la valeur de vérité que nous accordons nous à ce type de représentation serait différente ou serait plus une valeur d'authenticité, si vous voulez, de vérité scientifique, différente de celle qui était celle des passants face à l'enseigne de Watteau. Mais bon, c'est un peu confus, mais c'est sur la place relative, la valeur relative à différents codes de représentation mobilisés, au sein duquel je rangerais en fait aussi les reconstitutions 3D, images immersives, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, les images que nous avons produites, elles sont à relativiser. En aucun cas, c'est la vérité. Ça, on ne prétend pas du tout. Et elles ont un effet neuf parce que c'est ces nouvelles technologies, mais dans 10 ans, ce sera déjà obsolète, ça n'aura plus ce pouvoir de fascination. Tout ce qu'on espère, c'est que ça aura servi à illustrer la démonstration. Après, pour les gens qui sont en situation immersive, je pense que c'est utile tout de même, parce que ça va prendre conscience des échelles. Voilà, des volumes, des échelles, des effets. Mais ensuite, on ne peut pas considérer que les détails sont justes, on ne peut pas aller très loin dans la précision des détails. Je dirais que c'est pour faire une expérience un peu globale. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Sinon, on est de toute façon dans le faux. Et, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Quand on s'attaque à ce genre de restitution, on se rend compte, au début on n'en a pas conscience, mais c'est vraiment quand on fait qu'on se dit mais comment était la poignée de porte, quelle est la nature de la vitre, enfin tout ça on ne le sait pas. Et à la limite il faudrait presque qu'on y avait pensé, mais c'est un travail de titan, distinguer, soit en grisant ou en mettant des métadonnées, ce qui est absolument sûr, et puis ce qui est beaucoup plus
de l'ordre de la spéculation. Mais à ce moment-là, c'est exactement les mêmes problèmes qu'ont dû se poser les restaurateurs au XIXe siècle, quand on refait un vase avec les fragments. Est-ce qu'on essaye de redonner une vision globale justement en masquant un tout petit peu les zones sur lesquelles on a moins de certitude, mais ça gêne la lecture, ou bien est-ce que... voilà. Bien alors assumer jusqu'au bout le caractère illusionniste de l'expérience, justement en ne se situant pas forcément sur le terrain de la frontière entre vérité et fausseté, mais en assumant que c'est de toute façon une expérience de sidération sensorielle, et en assumant jusqu'au bout mais bon, c'est... Oui, mais alors, moi je pense que dans ce cas-là, en fait, ça peut être à deux niveaux. On peut le faire comme ça je dirais, pour essayer effectivement, plus peut-être dans une médiation muséographique, mais quand on veut faire un travail d'historien, là ça va plus. Et c'est là qu'il y a une tension. Il faut essayer de trouver un équilibre, et peut-être que justement, il ne faut pas trop, faut pas essayer, il faut peut-être faire carrément une vision, comme vous dites, complètement... hyper réaliste, mais à vocation pédagogique, avec toutes les bémols que ça consiste, et puis avoir une version qui peut être beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins spectaculaire, mais pour la recherche. À ce propos, je veux intervenir tout de suite après François, je m'excuse si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole, mais c'est que je voudrais dire deux choses un peu par rapport à ce qu'a demandé François, un peu par rapport à une expérience que j'ai eue jeudi dernier au Palais des Papes d'Avignon, où effectivement j'étais confrontée avec une tablette, tu vas nous montrer la tienne, qui m'a choquée, disons, parce qu'effectivement c'était des historiens qui avaient travaillé, des historiens comme toi, je veux dire, des gens qui sont allés vraiment chercher quels étaient les verts des teintures, quels étaient les rouges de la peinture des murs du Palais des Papes, et qui ont finalement construit une reconstitution totalement, comme on le décrit, kitsch, totalement jeu vidéo, totalement... Bon. Et justement, je me posais un peu la même question que vous deux quand j'étais là-bas, et j'étais en train effectivement de visualiser sur ma tablette des cardinaux fantomatiques, ça c'était le pire, et ensuite ces murs peints et décorés en rouge très criante et en vert très criante, effectivement, mais c'était selon les études de la couleur verte à cette époque qu'effectivement, donc fidélité, à force de fidélité, je veux dire, à force de, tu dis, bon, on ne peut pas rendre compte des détails parce qu'il y a un problème de calcul, etc. Mais au-delà de ça, est-ce que ça vaut la peine justement de construire la vérité, je veux dire, de partir de la reconstruction des couleurs, etc., quand finalement aujourd'hui, par rapport à notre idée de ce que ça doit être l'intérieur d'un palais des papes et par rapport au reste face auquel on est confronté, effectivement, l'effet est catastrophique. Bon, ça c'était une réflexion à laquelle tu vas peut-être éventuellement nous répondre aussi en montrant quel est effectivement le rendu. Bon, on le voit un peu ici, mais dans la tablette. Et puis, toujours sur la question des codes de représentation, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton intervention, c'est que tu as montré, tu l'as dit à plusieurs reprises, on croise les sources, et tu as montré que finalement, une reconstitution visuelle permet la vérification scientifique. Et ça, c'est une chose qui m'importe beaucoup parce que je pense que le visuel est toujours quand même pas reconnu sauf chez les scientifiques durs, mais ce n'est jamais reconnu la force, grâce aux simulations, la force non seulement argumentative, mais aussi de démonstration. Et à ce propos, sur la question du référent, fidélité, vérité, etc. Je pense qu'il faudrait plutôt pencher vers la vision du référent qu'à la tour, dans son idée que les référents, on les retrouve à toutes les étapes de la chaîne de médiation et non pas à la fin.
Hein, c'est-à-dire, ce ne serait pas, je sais pas, la tablette ou la version définitive de votre dispositif immersif qui pourrait nous donner la vérité, donc ce que tu nous as montré tout à l'heure avec l'enseigne et la reconstruction effectivement de la oui. Mais effectivement tout ton travail, tout le travail que tu as montré, je veux dire, c'est là le référent, je veux dire, il est, comment dire, il n'est pas dans l'étape finale, mais il est distribué sur toutes les relations que ces différents codes, ces différentes relations entre documents nous montrent. Donc je voulais aussi te poser la question sur les référents latouriens. Ah, alors à partir là, de la tour. Oulala, Non, cette idée que le référent n'est pas dans la version, n'est pas là, mais que ce que tu as pu donner ici, ce que tu as pu reconstruire comme image, comment dire, de vulgarisation d'une certaine manière de votre travail d'historien, est passé par des étapes qui construisent la robustesse, on a parlé toi-même de la robustesse de votre épreuve, non? Parce que c'est une épreuve, mais l'épreuve est toujours toute seule, elle ne veut jamais rien dire. mais tout est questionnable, parce que même ça nous paraît être une image fiable, mais bon, jusqu'où elle l'est, hein. Absolument. Oui, mais ce sont toutes des médiations, justement, ça s'appelle médiation justement pour cela. Voilà, ça là, c'est... Parce que ça c'est étonnant, hein. On a l'impression qu'on a vrai que l'autre, mais 10 mètres de large, alors qu'il y avait 3 mètres, je crois, entre les maisons. je vais vous passer là. Alors en fait, il faut, je pense que tu le sois, c'est à partir d'ici que tu peux voilà, naviguer. Et quand alors, je vous expliquerai pourquoi il y a un carrosse en plein milieu. Et quand tu cliques là-dessus, je ne sais pas si vous avez, voilà, quand tu cliques, tu vois, tu as des métadonnées ici, puis oui. Je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Oui, alors il y a un autre problème avec la tablette, hein, c'est que nous on a fait le pont Notre-Dame, c'est tout. Mais il y a quelque chose au bout et il y a quelque chose avant. On ne peut pas refaire tout Paris. Donc on a inventé un stratagème qui est de mettre au bout un chariot, c'est complètement un chariot qui a fait tomber ses tonneaux pour bloquer la vue. Et puis de l'autre côté il y a un petit carrosse, enfin quelque chose qui bloque parce que sinon ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Hein. Ça c'est un autre problème aussi de ce genre de travaux. J'ai pas répondu bien à ta question. Non, c'était une proposition de justement ne pas aller chercher les référents dans la reconstitution finale. Oui, c'est ça. Chercher les référents dans toutes les étapes. Et puis sur la question de l'authenticité aussi, je veux dire, quand on est au Palais des Papes et on voit que, je ne sais pas, les murs d'un rouge criante, etc., finalement, ça ne nous renvoie pas à l'idée que nous avons du passé. Oui. Alors, est-ce qu'on peut se questionner sur rendre fidèlement, oui, mais pourquoi faire si finalement les résultats... Je ne parle pas de ton projet justement, mais de toute façon, c'est un problème, je veux dire, que toutes les personnes qui doivent reconstituer doivent se poser, parce que... Bien sûr. Si ça fait un effet non seulement d'inauthentique, mais aussi comment dire, parce qu'il y a un problème que j'ai pas évoqué, de science-fiction, fantasy, je ne sais pas, alors... C'est la question aussi, alors il y a deux problèmes avec les restitutions numériques des choses du passé, c'est la couleur, tu fais bien de le souligner, parce que d'un paramétrage d'écran à l'autre, on n'a pas la même chose. Et moi, je me rappelle que j'envoyais des palettes de couleurs aux infographies, je faisais des recherches sur les couleurs du XVIIIe siècle, et quand je voyais ce qu'ils faisaient, ça n'avait rien à voir. Et puis, il y a la question des matériaux. Généralement, les boîtes d'infographie travaillent avec des bibliothèques de matériaux d'aujourd'hui, et ça n'a rien à voir, il faudrait modéliser finement et retrouver les matériaux avec leurs patines, etc. C'est pour ça qu'il y a un côté faux aussi, c'est que tout paraît trop neuf. Nous, on dirait que notre maison, c'est du Lego et que les planchers, c'est des planchers Ikea. Mais probablement, les côtés faux, c'est aussi donné par l'écran.
C'est-à-dire Ah oui. qu'il faudrait comment opacifier les trains. Peut-être. Parce que justement, c'est toujours très brillant. Moi, je parle toujours de l'expérience que j'ai eue la semaine dernière. Et Quand on a nettoyé les plafonds à la chapelle Sixtine, c'était un problème également. un problème, C'est le un choc. problème également. Ah oui. Quand on les avait vus patiner et puis qu'on les a vus, ça paraissait faux. Ouais. Mais c'était peut-être plus vrai que quand c'était patiné. Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est un gros problème. C'est un vrai chez problème les aussi. C'est restaurateurs. que je pense aussi qu'on ne se rend pas compte que la culture visuelle et le goût pour la couleur n'est pas le même aujourd'hui et que ça peut être très criard. Peut-être que ça l'était très criard au Palais des Papes. Dans l'Antiquité, on sait que les temples grecs étaient peints de façon mais vraiment kitsch, avec du rouge, enfin, des couleurs vraiment criardes. Alors bon, alors la question de la vérité, évidemment qu'on ne peut pas prétendre atteindre la vérité, mais je pense que ça permet quand même, j'ai pas vu pour le Palais des Papes, mais dans un cas comme celui-là, ça permet quand même de prendre conscience de ce que pouvait être un pont habité, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, on n'a plus l'habitude. Florence a quand même encore Ah beaucoup oui. de boutiques dans les ponts. Dans le Ponte Vecchio, Si. et puis au Rialto aussi, à Venise. Mais ça n'a pas ce côté uniforme, mais c'est... Oui, j'ai pensé surtout à Florence, effectivement, parce que. Mais c'est des petites boutiques de briques et de broc. Tandis que là, c'était très... qui frappe par ce côté monumental que vous voyez de ce mur, en fait, enfin, cet ensemble de maisons. Vous voyez très bien aussi l'uniformité de cette architecture. Et puis, pour l'autre côté aval, on a deux versions de ce tableau de Ragné qui est assez célèbre, qui nous montre une fête régulière, la joute des mariniers devant le pont Notre-Dame. Et l'édifice que vous avez au premier plan, c'est la pompe, qui a été mise en place à la fin du XVIIe siècle. C'est une machine hydraulique assez complexe, qui est décrite d'ailleurs dans l'encyclopédie de Diderot, et qui servait à alimenter en eau toutes les fontaines publiques de Paris. Bien. Alors ça c'est pour l'extérieur, mais nous ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est l'intérieur. L'intérieur du pont. Là c'est plus compliqué, on a beaucoup moins de vues à se mettre sous la dent. On n'a d'ailleurs quasiment aucune source visuelle fiable. Et ce qu'on a peut-être de mieux, c'est ce tableau d'Hubert Robert dont on connaît deux autres versions. Ici je vous montre la version qui était à Karlsruhe, il y en a une au Louvre et l'autre au musée Carnavalet à Paris. C'est au moment où déjà on a décidé d'abattre les maisons pour des raisons hygiénistes. À la fin du XVIIIe siècle, la réflexion qui se fait sur l'hygiène, ces maisons paraissaient insalubres, elles paraissaient désuètes, construites au début du XVIe siècle, elles avaient déjà vieilli. Il y avait même des problèmes de sécurité, il est arrivé que certaines maisons s'effondrent. Bon. Et puis on voulait surtout retrouver l'aération et la vue sur le fleuve. Donc les maisons de pont, il n'y a pas que le pont Notre-Dame qui était bâti à l'époque, vont disparaître à la fin du XVIIIe siècle. Et Hubert Robert nous a fait cette vue intéressante parce que la première rangée de maisons a déjà été abattue, ce qui permet d'avoir une vue sur ce qui reste de la deuxième rangée. Voilà, mais ça reste une vue urbaine prise de loin, dont la justesse topographique n'est pas la préoccupation principale d'Hubert Robert. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, on a des vues qui répondent à ce type qu'on appelle des vues d'optique, des vues perspectives. Alors ça, c'est peut-être la plus intéressante d'entre elles. Elle est due à Pierre Aveline, un graveur du début du XVIIIe siècle. Et c'est une image qui, malheureusement, a été beaucoup trop prise pour argent comptant par les historiens de l'art. En particulier, vous voyez la place des Auvents, ici, a souvent été reprise telle qu'elle dans les restitutions qui ont été tentées, or elle est fausse dans cette gravure. Alors ce sont des images qui sont faites pour être vues dans des appareils d'optique comme le zograscope que vous avez ici. Et à gauche, vous avez la vue d'une femme assez mondaine qui justement montre à son petit enfant des gravures à travers le zograscope. Et l'idée, c'est une lentille qui va redresser en fait la perspective et donner une vue presque stéréoscopique. Donc c'est la performance optique en fait de l'image ici qui est recherchée et encore une fois pas du tout la justesse topographique du lieu. Bien. Alors, bien entendu, ces sources visuelles, c'est pratiquement tout ce qu'on a. On a d'autres vues d'optique, mais elles sont toujours aussi fantaisistes. Et bien tout cela nous a conduit à entreprendre une restitution de la rue intérieure du pont
en croisant d'autres données qui proviennent de sources dispersées. Alors on a croisé ça avec ce qu'on peut trouver dans les permis de travaux, les descriptions, les règlements de police. Des moments, il y a des règlements à propos de la taille des auvents, la manière de placer les enseignes, etc. Les contrats de baux, puisque toutes ces maisons sont louées, et aux archives de la ville de Paris, on a encore les contrats de location avec les états des lieux au moment où les locataires entrent en place. Les inventaires notariés, quand il y a un décès ou une faillite, il y a des inventaires qui détaillent tout ce qui se trouve dans toutes les pièces, les guides de Paris, etc. Alors, l'ensemble de ces sources, pas toujours facile à interpréter, parce que c'est un vocabulaire aussi parfois qui n'est plus nôtre, et parfois même contradictoires les unes avec les autres, ont nécessité donc une patiente et vraiment très rigoureuse étude critique de l'ensemble de ces sources. Et puis, surtout, ça nous a paru indispensable de passer par là, puisque chacun avait une image mentale en fait, du pont Notre-Dame, mais il fallait qu'on ait quand même quelque chose un peu plus partagé, robuste et solide pour continuer à travailler. Alors voilà ce que donne notre restitution assez sommaire ici, de l'extérieur du pont. Alors là, c'est un travail qu'on a fait sur un grand écran 4K, interactif, donc on peut jouer à zoomer, etc. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant pour nous, c'est l'intérieur de la vue du pont. Et ce qui nous a frappé tout de suite, là donc les proportions sont exactes, c'est pas tout à fait fini comme travail. Vous voyez, par exemple l'enseigne au premier plan, elle n'a pas encore été traitée. Les auvents, ils sont peints, là ils ne le sont pas encore. Ce qui nous a frappé dès le début, c'est le côté étroit et haut du volume de ce pont, et donc l'obscurité qui y régnait presque en permanence, sauf au moment où le soleil est au zénith. Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Et il faut aussi penser que les performances oculaires en fait, des hommes et des femmes du XVIIIe siècle étaient bien supérieures aux nôtres, puisque nous sommes habitués à l'éclairage électrique, mais pas eux. Et donc, ils étaient beaucoup plus accoutumés à voir dans l'obscurité que nous aujourd'hui. Alors, c'est la raison qui nous a poussé aussi à faire une vue nocturne. Alors ça, c'est Sophie Reculin, notre doctorante qui travaille sur la simulation de l'éclairage, qui s'est passionnée pour cette restitution, où tout est très précis. Parce que là, elle avait beaucoup de documentation, donc les lanternes, le système d'accrochage, la distance entre les lanternes, le type de verre, qui n'est pas un verre pur à l'époque, et surtout, là je vous montre des images fixes, mais dans notre modèle c'est plus vivant, ces lanternes elles bougent, elles sont accrochées sur des filins, donc il y a quelque chose de très fantasmagorique dans cet éclairage mouvant qui déclenche des ombres très particulières au sol. Alors ce qui nous a surtout intéressé, bien entendu, c'est la boutique de Gersaint, le numéro 35 sur le pont. Depuis plus d'un siècle, on savait que la peinture de Watteau était loin d'illustrer l'intérieur de la boutique du marchand. Parce que déjà en 1910, Paul Alfassa, qui était conservateur au musée des arts décoratifs à Paris, avait fait une première monographie déjà, entière sur le tableau. Il avait déjà montré que la superficie de la boutique, c'est-à-dire l'espace qui est proposé à la vente et à la vue du passant au niveau du rez-de-chaussée, faisait pas plus de 12 mètres carrés. Donc évidemment, il y a tout de suite une distorsion avec cette grande image que Watteau a peinte. Et plus récemment, donc, Guillaume Glorieux, dans sa thèse, a démontré qu'au début des années 1720, la marchandise que Gersaint présentait dans sa boutique ne correspondait en rien à ce que l'on voit sur la fameuse enseigne de Watteau. Alors, il s'est appuyé sur un inventaire qui a été fait en 1725, au moment où Gersaint perd sa première femme. Marie Sirois décède en 1725. À cette occasion, donc, un inventaire notarié qui est donc une pièce d'archive fiable, qui permet de savoir ce qu'il y avait dans la maison, du sous-sol au 5e étage, dans chaque pièce. Bon. Alors, c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va pouvoir recontextualiser le tableau dans son environnement d'origine, parce que l'ampleur du décalage, même si on sait qu'il y a un décalage, il faut pouvoir le mesurer. Et comparer le contenu d'une image avec son référent, lorsque celui-ci a physiquement disparu, sans laisser de traces visuelles, constitue un véritable défi méthodologique auquel les historiens de l'art sont régulièrement confrontés. Alors, afin de mieux prendre la mesure de cet écart, on a entrepris un travail de restitution numérique de la boutique de Gersaint,
Et la première étape a consisté à modéliser l'ensemble de la demeure. Parmi les nombreuses sources qu'on a mobilisées, il y a eu 2 vues en coupe qui ont été essentielles pour produire un modèle numérique 3D robuste. Et je dois dire que ces 2 vues, aucun historien de l'art jusqu'à présent ne les avait mobilisées. Et ce sont les historiens qui les connaissaient, mais ça montre comment c'est difficile parfois de passer d'une discipline à l'autre. Pourtant, en histoire de l'art et histoire, c'est quand même des disciplines voisines. Guillaume Glorieux, par exemple, ne les connaissait pas. Et ces 2 coupes sont essentielles. Alors, ce n'est pas les coupes de la maison de Jacinthe, ce sont les coupes de maison du Pont Notre-Dame, mais comme elles ont toutes été bâties sur le même modèle, évidemment, ça marche pour nous. La deuxième, elle a été faite par Pierre-Louis Moreau, qui était architecte de la ville de Paris, à la demande de Mariette, et dont on sait l'exigence en matière de précision. Donc celle-ci, elle est conservée à Trévise, à la bibliothèque de Trévise en Italie, et elle nous donne l'emplacement des cheminées, des conduits de cheminée. On voit bien aussi la déclivité au milieu du pont pour l'écoulement des eaux, et surtout un détail que je souligne ici, l'emplacement des auvents. Vous voyez, au niveau où il se trouve, c'est déjà plus le même niveau que dans la gravure d'Aveline, hein, mais ça a été très important. L'autre coupe qui se trouve aujourd'hui à l'École nationale des ponts et chaussées, alors celle-là, elle est fantastique parce qu'elle nous donne toutes les cotes en toise. Alors il a fallu les traduire pour les infographistes parce que, évidemment, c'est plus des mesures auxquelles ils sont habitués, mais nous avons donc toutes les dimensions qui nous ont permis de reconstituer de façon précise la boutique. Alors voilà une toute première restitution filaire. La boutique, donc juste, hein, ce premier espace visible de la rue, a une hauteur de 3,30 m, une largeur de 3,90 m, vraiment dont on inclut les piliers, mais seulement de 3,56 m entre les piliers, et une profondeur de 3,40 m. Donc c'est un tout petit espace, étroit. Et alors notez bien que l'entrée est surmontée d'une arche, enfin d'une arcade, d'un fronton cintré, comme on veut. Bien. Bien, alors nous nous sommes inspirés de ce qu'il y a dans l'inventaire après décès de 1725. Alors, le problème, c'est que 1725, c'est pas 1720, hein, mais s'il y a en fait 4 ans et demi d'écart entre le moment que nous voulons reconstituer et cette source, on peut imaginer que la différence ne devait pas être très importante. Et en tout cas, donc voilà ce qui se présentait en 1725 dans la boutique elle-même, donc une cheminée qui est en vente, hein, la cheminée est en vente, c'est pas la cheminée de la boutique, un trumeau, alors on a les dimensions, un autre trumeau, 2 tableaux, on ne sait pas ce que c'est, 2 tableaux sur toile avec bordure à la romaine, 2 autres tableaux sur toile dont l'un avec bordure à la romaine, un canapé noyé en garni de crin couvert de moquettes rouges, 2 coins, c'est-à-dire 2 encoignures avec des tableaux peints sur bois mais à l'intérieur, donc on ne les voit pas, une petite commode de noyer sans garniture, 2 écrans, un lustre en bronze à 8 branches. C'est tout ce qu'il y avait dans la boutique. Alors après, il y a beaucoup de choses dans les étages, hein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on voit de l'extérieur. Alors, au départ, quand on avait... on ignorait tout ça. Hein, et au départ, quand on a fait appel aux infographistes, on leur a montré le tableau de Watteau en disant on va reconstituer ça. Ils pensaient donc que sur les murs, il y allait y avoir principalement des tableaux, ce qui était relativement facile, c'est de la donner. Mais quand on leur a dit maintenant, il y aura une commode en noyer, un canapé, un lustre en bronze à 8 branches, là ça devenait beaucoup plus complexe parce que c'est des objets en 3 dimensions et en plus avec des formes qui ne sont pas les formes géométriques actuelles auxquelles ils sont habitués à travailler. Ils travaillent pour des catalogues comme Ikea, etc. Donc ces meubles, là quand on leur a dit c'est des formes chantournées, il y a eu un grand vide. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué de leur demander de modéliser tout ça à la main. Et donc, on a passé un partenariat avec le musée Carnavalet à Paris. Et on a scanné, avec un petit scanner portatif, des objets équivalents à ceux qui étaient dressés dans l'inventaire. Donc là, vous voyez Christophe Renaud, François Roussel et puis moi en train de faire cette petite campagne de scan au musée Carnavalet. Donc, on a pu récupérer comme ça les formes, les textures d'une commode, une cheminée, une encoignure, les panneaux de boiserie également qui étaient décrits,
les grilles d'escalier, des cadres, qui ont ensuite été insérés dans notre boutique virtuelle. Alors voilà ce que ça donne, notre boutique virtuelle. On a un regret, c'est le canapé que vous voyez là. C'est un canapé trop Louis XV. On aurait voulu un canapé Régence, mais il n'y en avait pas au musée Carnavalet. On n'a pas eu le courage de refaire une convention avec un autre musée, parce qu'il fallait déjà 6 mois de convention pour avoir l'autorisation de scanner tout ça au musée Carnavalet. Bien. Alors, j'ai remis là, de façon très simple, le tableau qui servait d'enseigne, dans ses dimensions à peu près d'origine, sans qu'on sache très bien exactement comment ça fonctionne. Et ce qui est certain, c'est que si dans notre restitution qui se trouve en bas, il y a bien des détails qui demeurent conjecturels, ça présente tout de même un degré de vraisemblance suffisant pour faire sens et pour se rendre compte donc de cet écart important entre la vision idéalisée de cette spacieuse galerie d'art peinte par Watteau et la bien plus probable réalité de la boutique de Gersaint, vous voyez, toute petite et avec si peu de tableaux, pas de comptoir aussi, hein, qui est rendu tangible. Alors, comment interpréter ce décalage? Alors, pour mener à bien la suite de cette enquête, il reste à aborder le problème crucial de l'emplacement de l'enseigne sur la façade de Gersaint, question qui n'a jamais vraiment été élucidée jusqu'à présent. La destination d'une enseigne, c'est d'être vue et d'affirmer une identité au sein d'un espace collectif. Et donc on peut se demander comment celle de Gersaint a pu jouer son rôle d'image publicitaire à l'entrée de la boutique. On va revenir aux sources anciennes, et d'abord un passage dans le Mercure de France, hein, qui est l'un des journaux les plus lus à l'époque, novembre 1732, donc c'est quand même assez quelques années après. Dans le Mercure de France, on lit « Ce morceau qui a 9 pieds 6 pouces de large sur 5 pieds de haut a toujours été regardé comme le chef-d'œuvre de cet excellent peintre, Watteau. Il représente, pardon, j'ai fait une faute, c'est pas la magasin, mais le magasin d'un marchand. » Et l'article ne dit pas le magasin de Gersaint, hein, le magasin d'un marchand qui est rempli de différents tableaux des plus grands maîtres. Cette fameuse enseigne ne fut exposée que 15 jours, elle fit l'admiration de tout Paris. Bon. Et quelques années plus tard, Gersaint lui-même, dans le catalogue de la vente Quentin de Lorangère, dont je vous ai montré tout à l'heure le frontispice, revient sur cette peinture et dit « On sait la réussite qu'eut ce morceau, il a attiré les yeux de tous les passants, et même les plus habiles peintres vinrent plusieurs fois pour l'admirer. » Donc c'est vraiment un tableau qui a fait sensation. Bon. Alors comment est-ce qu'il a été présenté? C'est ça qui nous intrigue. Premièrement, on parle d'une enseigne, mais sur le pont Notre-Dame, il y avait 2 types d'enseignes. Vous avez ce qu'on appelle les enseignes pendantes, hein, qui sont ces petites images souvent peintes sur tôle ou sur bois qui étaient accrochées comme ça avec des potences qui ne pouvaient pas déborder beaucoup dans l'espace de la rue pour des raisons de sécurité. Et puis on avait aussi ce qu'on appelle des plafonds qui font enseigne, qui sont des formats beaucoup plus longs qu'on place généralement sous les auvents. Donc c'est évidemment l'enseigne de Gersaint, elle rentre dans cette seconde catégorie. Alors comment mettre l'enseigne de Gersaint en place dans ces boutiques? Je reviens à cette vue. En 1764, Hélène Adhémar, qui analyse ce cliché, estime qu'à l'origine, le tableau était cintré. C'est-à-dire qu'à l'origine, le tableau n'était pas rectangulaire, mais avait cette forme demi-courbe, qui serait visible ici grâce à cette trace. Et que le tableau aurait été plus large de 50 cm environ qu'il ne l'est aujourd'hui, et que par la suite, vers 1732, on aurait donc coupé les extrémités qui se trouvent en dessous de cette courbe, et on les aurait remises à 90 degrés au-dessus, et toute la partie supérieure, c'est un ajout de toile qui a été repeint. Ça c'est vrai, on le sait, il y a une autre main, hein, c'est pas Watteau qui a peint la partie supérieure. Bon. Guillaume Glorieux, voilà, pour Hélène Adhémar, ça donnait ça, quelque chose comme ça à l'origine, et puis on a coupé ce qui a été rajouté en dessin, replacé au-dessus pour rattraper le rectangle. Guillaume Glorieux, dans sa thèse sur Gersaint en 2002, souscrit à cette hypothèse et pense que donc le tableau avec cette forme cintrée a été placé
Vous voyez la trace. Le tableau pour lui aurait été placé ici. Il correspond en fait à l'emplacement de l'arche. A priori, ça tient. Mais tout s'écroule avec l'analyse des Allemands. Dans la mesure où ils ont réussi à montrer qu'en fait le tableau était encore plus large que ne l'avait imaginé Hélène Adema, puisqu'on arrive à une dimension de 3,75 m, il ne rentre plus. Il ne rentre plus sous l'arche. Et deuxièmement, eux ont estimé à juste titre que dès le départ, le tableau était rectangulaire et qu'il n'a jamais été cintré. Donc ça ne rentre pas sous l'arcade de pierre. Alors ils en ont conclu que le tableau avait été accroché depuis l'intérieur de la boutique et visible sous l'arche qui était restée ouverte. Alors notre restitution a permis de tester ces différentes propositions et là ça permet de voir tout de suite que ça ne fonctionne pas. Donc on a simulé la proposition de Guillaume Glorieux et vous voyez tout de suite que ça ne marche pas parce que la dimension de l'enseigne elle est complètement inadaptée à la hauteur de la façade. En position droite, elle descend beaucoup trop. En plus, normalement, elle ne rentre même pas dans cet espace. Et puis, il y a le problème de l'auvent. Si on met l'auvent à la base du tableau, il n'a plus de sens. Il arrive beaucoup trop bas. On est à une hauteur d'1,50 m. Donc, évidemment, ça ne marche pas. La seconde incohérence concerne donc justement l'emplacement de l'auvent. Si on regarde ici, la restitution proposée par Vocter et De Calis plus tard, vous voyez bien qu'eux présentent le tableau depuis l'intérieur de la boutique, donc ils gagnent la largeur des piliers, donc point de vue largeur ça marche, mais ils sont toujours embêtés avec l'auvent, ils ne savent pas où le mettre. Bon. Alors, nous, en fait c'est parce que ça vient de là, ici on a un auvent qui est mal placé au niveau des impostes, alors qu'en fait, les auvents étaient placés plus haut. Donc nous, on a replacé les auvents comme il le faut, mais ça repose un autre problème, c'est que du coup, l'enseigne, si elle est en dessous, on ne la voit pas, elle est complètement masquée par l'ombre des auvents, et c'est complètement contre-productif pour une enseigne. Alors, c'est comme ça que, et c'est en faisant, et c'est en travaillant avec ces modèles numériques que l'idée nous est venue d'imaginer que l'enseigne était présentée en position inclinée sous l'auvent, parce que des archives nous ont montré de façon sûre que Gersaint possédait ce qu'on appelait un auvent cintré. Pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était qu'un auvent cintré. On a cru que c'était la structure de l'auvent qui était cintrée, mais c'est pas du tout ça, c'est en fait l'habillage en bois sous l'auvent qui est cintré et qui reprend en fait la forme de cintre de l'arche, de l'arcade qui est en dessous. Et deuxièmement, sur le pont au change qui était juste à côté, on a des auvents, on a des gravures qui nous représentent le pont au change, sur lequel on voit des auvents dans lesquels il y a en dessous des enseignes en position inclinée comme celle-ci. Donc toutes les données déjà mises à jour confortent cette hypothèse, depuis les dimensions d'origine de la peinture qui là marchent très bien, les traces visibles d'ailleurs sur la couche picturale qui montrent la trace d'un cadre, la vue en coupe où on voit l'emplacement des auvents, etc. Alors reste maintenant, je vais vous montrer l'autre vue, reste maintenant à interpréter cette restitution, qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir fait tout ça. Premièrement, je pense qu'on saisit beaucoup mieux, quand on voit l'enseigne présentée de cette manière, l'effet spectaculaire de cette peinture qui jaillit véritablement dans l'espace public. Et on comprend sans doute beaucoup mieux pourquoi elle attirait les yeux des passants, comme l'ont dit les sources, et fit l'admiration de tout Paris, comme l'a dit les sources. Par son format à rapporter à celui de la boutique, elle paraît vraiment monumentale, et puis par son contenu, elle tranche sur la réalité de la boutique de Gersaint. Alors certes, en premier lieu, cette enseigne, c'est un brillant exercice publicitaire au double bénéfice du marchand et du peintre. Gersaint est encore un tout jeune marchand débutant qui doit se faire un nom. Watteau est célébrissime, mais il a été absent pendant un certain nombre de mois de Paris. Il était à Londres pour des raisons de santé, entre autres.
Et il est de retour à Paris après une longue absence à l'étranger, et quelque part il a besoin d'attirer l'attention sur son retour. Et il est vrai que pour un peintre de la Régence, à l'époque, les occasions d'exposer publiquement étaient quasiment nulles. Il n'y a plus de salon de l'Académie, il y en a quelques-uns à la fin du XVIIe siècle, et là il n'y a plus d'opportunités. Mais au-delà de sa fonction publicitaire qui avait déjà été mise en avant par les historiens de l'art, l'enseigne opère un décalage quand même très frappant avec la culture boutiquière du temps, qui révèle autant les aspirations sociales du marchand que l'audace du peintre des fêtes galantes. Alors ce que Watteau nous propose ici, c'est une boutique, donc un lieu de commerce, qui est imaginé comme le lieu presque idéal du divertissement aristocratique, de la délectation visuelle, du connoisseurship, cette science du connaisseur qui était assez naissante, concept qui entre mais extrêmement violemment en contradiction avec l'un des fondements idéologiques de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Effectivement, afin de se distinguer des peintres de la corporation, et pour renforcer sa dignité, l'Académie royale de peinture et de sculpture avait pris, lors de sa fondation, une délibération marquante. Il fut décidé que tout membre du corps académique, et je rappelle que Watteau était académicien, il fut décidé que tout membre du corps académique, sous peine d'en être exclu, s'abstiendrait de tenir boutique ouverte pour y étaler ses ouvrages, de les exposer aux fenêtres ou aux autres endroits extérieurs du lieu de sa demeure, ou d'y apposer aucune enseigne ni inscription pour en indiquer la vente, et de ne rien faire enfin qui pût donner lieu à confondre l'état honorable d'académicien avec l'état mécanique et mercenaire des maîtres de la communauté. Donc il y a une distinction très nette entre le peintre de l'académie qui pratique un art libéral et qui est détaché évidemment des choses matérielles et du mercantilisme, et puis au contraire les peintres de la corporation, les peintres de l'académie de Saint-Luc, qui eux ne travaillent que pour le profit et font du commerce. Un membre de l'Académie royale ne peut pas faire le commerce de la peinture. Il peut vendre ses propres œuvres et dans certaines circonstances, mais ne peut pas avoir une boutique de tableaux. Bien. Alors, donc cette idée du désintéressement mercantile, elle est consubstantielle à la reconnaissance de la noblesse de la peinture et de son accès au rang des arts libéraux. Et quant au genre de l'enseigne, c'est le plus décrié dans le monde de l'art depuis l'Antiquité. Pline, déjà, situait la peinture d'enseigne dans ce qu'il appelle la riparographie, c'est-à-dire vraiment la peinture la plus vulgaire. Et apparu au XVIIIe siècle, on peignait environ 2000 enseignes par an, mais c'était une tâche alimentaire qui était le propre des peintres médiocres de l'Académie de Saint-Luc, de la corporation en fait. Donc en fait, ici, cette grande enseigne qui promeut une image idéalisée du commerce d'art, peinte par l'un des peintres de l'Académie les plus en vue, le plus célèbre, dans une rue qui est la plus passante, une des plus passantes, et cet accrochage très ostentatoire à la devanture d'un marchand en plus, d'un marchand de tableaux, et pas n'importe où en plus, sur le pont Notre-Dame, qui était l'un des lieux les plus décriés, parce que justement c'était un pont marchand par l'Académie royale, et bien donc c'est quelque chose d'extrêmement provocateur. Et en traitant donc ce genre de l'enseigne avec le même raffinement que ses fêtes galantes, en valorisant l'image du commerce d'art de manière totalement inédite, Watteau brouille les cartes entre culture populaire et élitiste, entre art majeur et art mineur. Et il affiche également de façon éclatante son mépris entre les hiérarchies sociales et artistiques qui sont au cœur même des principes de l'Académie royale dont il était membre. Et en ce sens, je crois qu'on peut dire que l'exposition de l'enseigne de Gersaint doit aussi être comprise comme un geste politique. Alors à travers cette peinture, Watteau affirmait également les ambitions de Gersaint qui ne va pas tarder à imposer une nouvelle image du marchand de tableaux, connaisseur, expert, réévalué sur le plan social, même si elle demeure en conflit ouvert avec la figure de l'amateur désintéressé soutenu par les milieux académiques. Par la suite d'ailleurs, Gersaint va se révéler un champion de la construction de l'image de soi à travers différents médias. Il y aura d'autres anciennes, il y aura des cartes adresses, des annonces publicitaires dans la presse. C'est quelqu'un qui était très doué pour sa propre publicité.
En tout cas, l'ensemble de ces initiatives a contribué à la création d'une sphère publique autour des mondes de l'art, déjà brillamment imaginée dans cette peinture, hein, quand on voit donc ces gens qui viennent voir la peinture chez un marchand, alors qu'elle n'en était qu'à son émergence. Bien, alors quelques remarques peut-être pour conclure et d'ouverture, mais aussi un petit peu méthodologique. Cette restitution de la boutique de Gersaint, en fait, elle nous a poussé à reprendre chaque détail, à croiser et à vérifier les sources, qu'elles soient textuelles ou visuelles, car en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est construire une image de synthèse, ça oblige à aller au-delà des imprécisions du langage. Quand on décrit quelque chose, on peut se permettre d'être assez approximatif. Quand on retrace visuellement quelque chose, il n'y a pas d'approximation possible. Mais ce travail ne doit pas nous faire oublier combien on doit rester prudent avec les images, en gardant toujours à l'esprit que celles-ci ne sont que des constructions, dont le degré de fiabilité et leur valeur de preuve doivent toujours être interrogés et critiqués. Vous l'avez vu pour la gravure d'Aveline, mais on pourra faire autant pour ce que nous avons fait nous. Ça n'est pas une restitution qui entend être la vérité. Effectivement, donc, ce que nous avons produit, ça n'est que le fruit de choix et d'arbitrage fait à partir de nos propres interprétations d'informations et de données qui sont dispersées